Bonjour et bienvenue à tous dans cette quatrième vidéo de notre série Apprendre Django. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer une application et à la configurer. Mais avant de créer notre application, nous allons d'abord expliquer le projet qu'on est en train de concevoir. Parce que dans la vidéo introductive, j'avais parlé d'un projet qu'on allait concevoir à la fin de cette série de vidéos. Mais en fait, c'est tout au long de cette série que nous allons travailler sur cette application ou sur ce projet-là. Donc, nous allons voir ce qui sera ce projet et nous allons également introduire, ou plutôt nous allons expliquer ce que c'est que l'architecture MVT. Parce que toujours dans la vidéo introductive, j'avais parlé de l'architecture MVT. Donc, nous allons voir ce que c'est avant de créer notre application et de la configurer. Donc, cette vidéo ira très vite et nous allons beaucoup évoluer. Nous allons beaucoup évoluer dans cette vidéo. Donc, dans la vidéo de présentation, j'avais dit qu'on allait créer un projet. Et nous l'avons fait, nous avons créé un projet que nous avons nommé mon premier projet. Mais à quoi servira ce projet-là? Quelles seraient les caractéristiques techniques de ce projet-là? Donc, pour ce projet, j'ai pensé à un système de blog. Donc, nous allons créer un blog. J'explique. Donc, il y aura un système d'authentification qui serait reparti pour deux types d'utilisateurs. Donc, nous aurons deux types d'utilisateurs. Nous aurons des utilisateurs administrateurs et nous aurons des utilisateurs standards. Et donc, les utilisateurs administrateurs, ils pourront s'authentifier. Donc, une fois authentifiés, alors, ils pourront accéder à une page d'administration sur laquelle ils pourront poster des articles. Donc, ils pourront poster des articles, supprimer ces articles ou éditer ces articles. Les utilisateurs standards, eux, à leur tour, lorsqu'ils vont se connecter sur cette plateforme, eux, ils pourront alors visualiser. Donc, ils pourront visualiser ces articles qui ont été postés selon des catégories, bien sûr. Donc, ils pourront visualiser ça dans un ensemble ou selon des catégories. Ils pourront également, ils pourront également commenter ces articles. Ils pourront commenter ces articles et peut-être, si tout va bien jusqu'à la fin, peut-être qu'on va intégrer un système de like sur ces articles-là. Donc, ce serait en fait ça, ce projet. Pourquoi ce projet? Donc, c'est un projet dans lequel nous allons interagir avec notre base de données dans tous les sens. Donc, nous allons créer, supprimer, éditer ou simplement récupérer et visualiser. Donc, voilà. Et du coup, nous allons également voir comment faire les traitements, que ce soit, que ce soit les traitements par rapport à la récupération des articles par catégorie et ainsi de suite, quoi. Donc, en deuxième position, comme je le disais, nous allons parler de l'architecture MVT. Et pour le faire, donc, je vais ouvrir le Paint. On va essayer de dessiner là quelques. On va essayer d'illustrer là un peu à quoi ça va ressembler. Donc le MVT, donc je marque ça déjà là, MVT. En fait, ça veut dire tout simplement Model View Template. Donc Model View Template. Donc c'est un dérivé. Je supprime ce. C'est un dérivé en fait du modèle MVC, pour ceux qui connaissent déjà ce que c'est que le modèle MVC. Donc c'est un dérivé de cela, seulement que à la base de contrôleur de MVC, on a template ici. Le modèle MVC, on a un utilisateur, ok, un utilisateur comme ça qui vient. Voilà, on va garder l'image, la représentation comme ça. Donc on a un utilisateur comme ça qui vient qui vient dans son navigateur, ok, dans la barre de navigation. Alors, il essaie d'accéder à une URL donnée. Donc, il essaie d'accéder à l'URL donnée. Et à partir de l'URL qu'il aurait mis, alors, voilà, le système va savoir de quelle URL il s'agit. Et là, on va parler d'un système de routage. Donc, c'est un système de mapping de route. Donc, ce système de mapping de route n'est rien d'autre que, en fait, une représentation c'est-à-dire, on pourra dire dans ce système-là, sur l'adresse barre admin par exemple, on relie telle vue. Sur la barre, sur la route ou sur l'URL barre et authentification, on va relier telle vue.
sur l'URL et par utilisateur, on va relier telle vue, ainsi de suite en fait. Donc c'est un système de mapping comme ça, on va dire sur cette URL, on aura telle vue qui sera appelée, sur telle URL, on aura telle vue qui sera appelée. Dans la suite de la vidéo, nous allons expliquer cela en quelque sorte. Nous allons expliquer ça avec de la pratique, quoi. Parce que c'est beaucoup mieux à regarder comme ça avec de la pratique. Donc, après ce système de routage, il y aurait, voilà, lorsque on aurait dit, par exemple, dans notre URL qu'on veut aller sur telle page, donc on aurait mis l'adresse dans la barre de navigation ou dans la barre d'URL. Alors, le système de routage va nous sortir en fait la vue concernée. Donc, cette vue concernée là serait là. Donc, on vient avec vue. Donc, on commence avec le premier élément de notre modèle MVT, donc qui est le V, le view. Donc, on aura là notre vue. Et cette vue-là n'est rien d'autre que la représentation en fait de notre page dans le navigateur. Donc, ce que l'utilisateur verra dans le navigateur. Mais encore plus poussé, en fait, c'est quoi? C'est la logique, en fait, derrière. C'est la logique derrière, en fait, qui fera un traitement et qui nous renverra quelque chose qu'on pourra voir sur l'écran, que l'utilisateur pourra voir sur l'écran. Que l'utilisateur pourra voir sur l'écran. Et cette vue-là, pour pouvoir afficher les données, il se peut qu'il ait besoin de données dynamiquement, donc il ait besoin des données qu'il va récupérer depuis une base de données, par exemple, pour pouvoir les afficher. C'est là que ce M-là entre en jeu, qui est le modèle. Donc le modèle, en fait, donc je dessine ça là comme ça, modèle. Voilà, bon, on va supporter les dessins là comme ça. Donc on aura là notre modèle qui serait là. Et notre modèle, en fait, donc, notre vue va demander au modèle, le modèle qui n'est en fait qu'une synchronisation qui n'est qu'une représentation en fait de la base de données. Donc, des éléments qui sont dans la base de données. Donc, si on avait par exemple nos articles, donc en prenant toujours l'exemple de notre projet, hein, si on avait nos articles, on a stocké dans la base de données. Donc, on pourra demander à notre modèle, donc il va représenter en fait ces données-là. Donc on pourra récupérer ces données qui sont stockées dans la base de données, les récupérer et peut-être faire des traitements dans la vue et les afficher maintenant. Donc notre modèle, à son tour, qui est en communication en temps réel avec la base de données, notre base de données là. Donc, on a notre vue qui demande des données vers notre modèle et notre modèle qui renvoie ces données vers la vue. Et ces données-là, on aura besoin de les afficher. Donc, on aura besoin, par exemple, de customiser, de créer comment dit-on, de créer une page où on va afficher cela. Donc, de créer une page HTML, par exemple, une vue et un template HTML, par exemple, sur laquelle on va afficher ces informations-là, sur laquelle on va afficher ces informations qu'on a récupérées depuis la base de données. Donc, c'est là que le T entre en jeu. Donc, le T, je le mets là, le T, pour template ou gabarit en français. Donc, on aura le T là, voilà, template. Je crois que le dessin, c'est bon. Donc, le template, en fait, lorsque notre vue aurait récupéré des données depuis la base de données, alors ces données-là, on va vouloir les afficher dynamiquement sur une page que l'utilisateur pourra consulter, donc une page customisée qu'on va créer un HTML. Et donc, c'est là que entre en jeu le template sur laquelle on va afficher tout cela. Donc, si je récapitule, on a un utilisateur, OK, qui essaie d'accéder à une page en tapant l'URL de la page dans la barre de navigation. Et cette URL-là, lorsqu'il va taper l'URL, alors le système va continuer son chemin en allant en progressant vers un système de routage. Donc, ce système de routage, en fait, n'est rien d'autre que une représentation en clé-valeur. Donc, en clé, on a par exemple, comment dit-on? On dit par exemple, sur telle URL, on va appeler telle vue. Sur telle URL, on va appeler telle vue. Donc, c'est en fait ça, notre système de routage là. Et lorsqu'il saura en fait quelle vue doit appeler, la vue concernée à son tour va communiquer. La vue concernée n'est rien d'autre que
la logique qui va nous afficher, comment dit-on, qui va nous afficher une page dans le navigateur, ce que l'utilisateur pourra voir. Et pour que cela fonctionne, donc il va demander des informations auprès du modèle. Le modèle qui n'est rien d'autre que la représentation de la base de données, de la base de données, que ce soit les migrations, la création des tables. Et donc cela va, ce modèle-là va communiquer en fait avec la base de données pour créer ces migrations-là, bien sûr, c'est-à-dire créer des tables ou, comment dit-on, insérer des données dans cette table-là. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Et une fois les données récupérées depuis le modèle, alors on pourra afficher ces données-là dans le cas où, par exemple, on veut customiser notre page d'affichage. Donc, on veut, par exemple, créer une page HTML customisée sur laquelle on va afficher ces données-là. Donc, on crée là notre template et on pourra afficher ces données-là dynamiquement. Donc, en bref, c'est ça. C'est un peu ça le modèle MVT, en fait. Donc, on a le modèle View Template. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça notre application Django va fonctionner, en fait. Il y a plusieurs types d'architecture, hein, mais Django, lui, il part sur l'architecture MVT. Donc, très rapidement, nous allons créer notre application. Nous allons créer notre application. Je ramène notre projet qu'on avait créé. Donc, notre projet qu'on avait créé, c'était en fait ça. On avait nommé ça mon premier projet. Et ce projet, on avait expliqué brièvement ce que c'est que ces fichiers, quand je l'avais dit, tout au long de cette série de vidéos. Les fichiers qui ne sont pas expliqués, nous allons les expliquer au fur et à mesure. Donc, on a notre fichier manage.py qu'on va utiliser pour communiquer en ligne de commande avec notre projet ou notre application pour pouvoir créer la suite des choses. Donc, déjà Django utilise des applications. Une application, c'est quoi d'abord? Donc, une application, c'est un composant indépendant, ok? C'est un composant indépendant qui a, comment dit-on, qui a ses URL ou son système de routage à part, qui a ses vues différents, ok? Qui a ses vues différents, qui a son modèle à part, donc qui fonctionne indépendamment, en fait, quoi. Donc, par exemple, je prends le cas du projet dont j'ai expliqué qu'on allait développer. Si je prends ce projet, par exemple, on a le système d'authentification, ok? Quand je parle de système d'authentification, c'est-à-dire la connexion, la création de compte, ou plutôt le mot de passe oublié, ça c'est une application, ça, elle est indépendante et ça peut être un composant indépendant, ok? Ça c'est une application par exemple, ça, ok? Donc au fur et à mesure, nous allons voir ça en détail. Nous allons voir cela en détail. Et l'avantage, en fait, c'est l'avantage de créer une application indépendante, c'est que cette application pourra être réutilisée dans d'autres projets. Donc, on pourra partager cette application avec d'autres projets. Supposons par exemple que, voilà, on a fini notre projet de blog et qu'on voulait créer un projet de gestion, de gestion des emplois du temps, par exemple. Donc, si on a besoin d'un système d'authentification, on peut juste prendre notre système d'authentification qu'on a fait et l'envoyer là-bas, oui, et on l'adapte simplement à notre code et puis c'est bon. Donc, il y aura cette réutilisabilité qui est présente avec les applications. Donc, un développement modulaire, quoi. Donc, comme on l'a dit, Django, c'est un framework. Donc, ça voudrait dire que c'est tout un écosystème, c'est tout un ensemble de choses qui ont été mises ensemble pour donner cela. Et tout un ensemble de choses. Il y a des applications qui sont déjà préconstruites, il y a des applications qui sont déjà préfaites en fait. Donc ces applications sont déjà intégrées au projet Django. Lorsqu'on crée nouvellement notre projet, ces applications sont déjà greffées à cela. Et pour voir ces applications qui sont déjà présentes, on peut déjà voir dans le fichier setting.py. Comme je l'avais dit, c'est le fichier de configuration de notre projet. Donc si je vais dans setting, donc, si je vais dans Setting, on voit déjà que on a. Donc, comme je le disais, cette série de vidéos n'est pas censée vous apprendre comment utiliser Python. Ce n'est pas censé vous apprendre comment utiliser Python. C'est considéré que vous savez déjà installer Python. Donc, voilà, on va pas forcément expliquer les choses Python, quoi.
Donc là, par exemple, on a une liste qui est déclarée là, on a une liste. On a une liste là, et déjà dans cette liste-là, on peut voir des applications qui sont déjà installées, qui sont déjà définies dans Django en fait, qui sont déjà prédéfinies dans Django, parce que là, on n'a rien encore enregistré, donc on est à des applications qui sont déjà prédéfinies dans Django. Donc, on va premièrement Django Contrib Admin. Donc, en fait, ce n'est rien d'autre que, comme on entend admin, hein, donc tout ce qui va concerner l'administration de, comment dit-on, de l'application, du projet. On a Django Contrib Auth, donc, comment dit-on, les éléments dont on aura besoin pour l'authentification. Donc, ici, on a les types de données ou les sections qui ont trait, en fait, à l'authentification. On a la gestion des notifications des messages ou des fichiers statiques, que ce soit des images ou, comment dit-on, de simples pages ou des fichiers JavaScript ou CSS. Donc ça, ce sont des applications qui sont déjà pré-remplies, qui sont déjà prédéfinies dans Django. Donc lorsqu'on crée un projet, on crée nouvellement un projet, ce sont des applications qui sont déjà prédéfinies. Lorsqu'on va créer notre application, nous allons l'enregistrer ici afin qu'il soit parmi ces applications enregistrées. Donc toutes les applications créées sont enregistrées autour de l'installed app. Donc, pour créer notre application, je vais repartir dans notre terminal ou notre invite de commande et on va taper notre commande py. Comme je l'avais dit, on va utiliser manage.py pour créer ou pour piloter notre projet en interface en ligne de commande. Donc, manage.py et là directement, je vais taper la commande start app, ok? Start app, et là je donne le nom que je souhaiterais donner à notre application. Le nom que je souhaiterais donner à notre application. Donc, comme je l'avais dit, on aura un système d'authentification, un système de blog. La première application, je vais l'appeler blog, ok? Je vais appeler notre première application blog. Nous allons créer après d'autres applications. Donc, pour le moment, nous allons créer l'application blog. Donc, je fais entrer. Voilà, notre application blog étant créée. Donc, on peut le voir là au niveau des dossiers. Dans notre projet, on peut voir là blog qui est créé. Blog qui est créé. Dans ce dossier blog qui a été créé, nous pouvons constater qu'il y a en fait des fichiers qui sont déjà là. C'est comme ça, il y a des fichiers qui sont déjà créés là dedans. Donc, on a par exemple un dossier migration. Donc, ce dossier migration en fait va contenir toutes les migrations qu'on aurait créées dans notre application. Bon, si vous ne comprenez pas pour le moment, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Donc, dedans, on a le fichier underscore init underscore.py. Donc, ce fichier, en fait, qui dit que notre dossier, ou plutôt que notre dossier est un module Python qui peut être importé. Donc, après ça, on a admin, dans lequel on va configurer la partie d'administration. On a app, on a modèle, dans lequel on va créer nos différents modèles, tests, pour pouvoir gérer les tests, ou view. Donc, on va principalement se baser sur le fichier view et modèle dans nos prochaines manipulations. Donc, notre application étant créée, comment ça fonctionne à présent? C'est comme je le disais, en fait, il faut enregistrer cette application qui a été créée auprès du fichier setting.py qui gère les configurations de notre projet. Donc, pour l'enregistrer, je vais tout simplement partir d'une nouvelle entrée et je vais enregistrer l'application. Pour l'enregistrer, je vais simplement entrer le nom de notre application qu'on a créée. Et le nom de notre application, c'est bien blog. Donc, ce qui est là écrit blog. Donc, on écrit blog. Le B en minuscule, comme on l'a écrit, bien sûr. Donc, on respecte la casse. Après ça, je vais mettre virgule pour d'autres entrées, bien sûr. Donc, ceci étant fait, ça voudrait dire que notre application blog a été créée. Il a été enregistré dans notre application. Et qu'il a été enregistré dans notre projet. Dans le cas où on ne l'avait pas enregistré dans notre projet, c'est qu'on ne pouvait pas, qu'il n'aurait pas, le système ne l'aurait pas simplement reconnu, ok? Il n'aurait pas simplement reconnu, Django ne l'aurait pas simplement reconnu dans notre projet. Donc,
L'application étant enregistrée, nous allons à présent créer tout simplement, ok, nous allons à présent configurer simplement le routage. Nous allons configurer les URL pour pouvoir lancer dans le navigateur notre application et accéder à une page de notre application. Pour pouvoir configurer le routage, les URL, je vais repartir toujours dans le dossier de configuration du projet. On a un fichier url.py et ce fichier-là contient en fait les configurations URL de notre application. Donc, c'est ici qu'on configure les URL. Déjà, on voit qu'il y a une URL qui est déjà définie là, qui est /admin. Donc, je vais vous montrer un peu cette URL-là. Si je fais, bon, je vais démarrer d'abord le projet. Je vais démarrer le projet, la commande run server. Voilà, si je démarre le projet, on peut voir le projet qui est bien affiché là. Donc, c'était là où on s'était arrêté dernièrement. Donc, si j'essaie d'accéder à l'URL /admin qu'on vient de voir là-bas, à l'URL /admin qu'on vient de voir, qui a été déjà configuré, on peut se rendre compte déjà qu'on a accès à une page, ok? On a déjà accès à une page. Donc, cette URL admin là est déjà prédéfinie. Après, nous allons voir comment accéder à cette URL, comment configurer cette URL et comment l'utiliser. Donc, l'URL /admin est déjà configuré là. Ce ne serait pas notre problème pour le moment. Donc, ici, on veut configurer les URL pour notre application blog qu'on a créée. Donc, on peut regarder là déjà, on a une partie de code qui est commentée en haut, qui explique en fait comment utiliser ce système qui donne des exemples comment dit-on, des exemples d'utilisation de ce fichier-là, ou de configuration des URL. Donc, on peut voir une première façon de le faire, une deuxième façon et une troisième façon. Là, ici, ce serait la troisième façon qui va nous intéresser. Comme ça le dit, pour inclure d'autres fichiers de configuration d'URL. Donc, ce serait ça qui va nous intéresser. Et là, ils sont partis même d'un exemple de blog. Donc, ce serait ce qui va nous intéresser ici pour notre partie. Pour le faire, je vais importer une fonction après le path. Après le path de Django URL, nous allons importer une autre fonction qui serait la fonction include. Cette fonction va nous permettre d'inclure en fait une autre URL. Mais avant ça, nous allons créer un fichier dans notre application, dans notre fichier d'application, un fichier que nous allons nommer URL par exemple. Nous allons nommer ça URL. En fait, URL, c'est la convention. C'est comme ça se fait. C'est la convention de nommage à ce niveau-là. Donc, nous allons nommer ça url.py. Ce fichier-là, nous allons l'utiliser au sein de notre application blog pour pouvoir configurer les URL qui sont dépendants, les URL dépendants de notre application blog. Donc, ici, dans notre fichier URL du projet, nous allons enregistrer, nous allons inclure cette URL de l'application blog que nous avons créée. Donc, pour le faire, je vais faire path. Vous pouvez même copier l'exemple qui est déjà donné ici. Hein. Vous pouvez copier ça et coller là. Donc, de là, je vais dire, lorsqu'on essaie d'accéder à une URL qui s'appelle blog, alors inclut toutes les URL qui seront contenues dans l'application, blog. Et donc, pour le faire, je vais dire blog, qui est le nom de l'application, bien sûr, blog.urls. Blog.urls. Donc, ça veut dire là que lorsqu'on essaie d'accéder à blog, ici, inclut en fait, donc on fait référence à tout ce qui est comme URL dans notre fichier url.py qui se trouve dans l'application blog. Donc, comme on le voit ici, donc si j'essaie d'accéder par exemple à blog, c'est qu'il va faire référence à l'application blog. Donc, si on avait par exemple une autre application authentification par exemple, ou forum par exemple, donc supposons qu'on avait une application forum par exemple, ok? Pour pouvoir
référer à l'application forum, c'est que on aurait dit ici, lorsqu'on essaie d'accéder à forum, alors inclut l'URL de forum. En fait, ici, ça peut être n'importe quoi, hein. Tu peux mettre n'importe quoi comme étant, comment dit-on, l'URL, hein. Donc, c'est juste que ça doit définir, en fait, ça doit définir l'application ou plutôt ce qu'on est en train de faire. Donc, cette URL étant enregistrée pour notre application, nous irons dans le fichier de configuration des URL de notre application blog pour pouvoir configurer à ce niveau maintenant les URL, les différentes URL. Donc, pour une application de blog, nous aurons par exemple comme URL une URL qui va nous permettre d'accéder à tous les blogs, à tous les articles, une URL qui va nous permettre, ok, une URL qui va nous permettre d'accéder à un article particulièrement, ou une URL qui va nous permettre par exemple de modifier un article par exemple, ou de la supprimer. Donc, pour configurer nos URL ici, en fait, c'est une configuration similaire à ce qu'on a déjà ici, hein, à ce qu'on a ici. Pour le faire, on peut déjà copier ce qu'on a ici et le coller là-bas et le modifier comme on peut également l'écrire. Donc, on peut juste le copier et le coller là. Et pour ce faire, on n'aura pas besoin de admin à ce niveau. Donc, on va l'enlever. On n'aura pas besoin d'inclure quoi que ce soit. Voilà, on n'aura pas besoin d'inclure quoi que ce soit. Donc, on part d'une structure comme ça, une structure minimale comme ça. Et pour le faire, on va configurer une URL pour pouvoir accéder à tous les articles. Donc, je vais dire par exemple, à partir de blog, donc, on essaiera, lorsqu'on va essayer d'accéder à l'URL, all par exemple, c'est qu'on veut accéder à tous les articles. Donc, à tous les articles. En deuxième paramètre, on peut déjà voir dans le prototype de la fonction path, là, on peut voir ici qu'il nous dit qu'en deuxième paramètre, qu'il prend une vue. Donc, il prend la vue ici. Donc, cette vue en fait, c'est une fonction qu'on aurait déclarée au sein de notre fichier view.py. Donc, c'est en fait cette vue dont il a besoin. Donc, on va repartir dans notre fichier view. Donc, notre fichier view, comme je le disais, en fait, c'est la représentation. C'est ce qui va représenter nos différentes, comment dit-on, la logique qui va nous permettre d'afficher, une page à l'utilisateur dans le navigateur. Donc, pour le faire, on crée une fonction. Il y a deux façons de le faire. On peut faire en créant une fonction donc, il y a deux façons de le faire. On peut faire en créant une fonction, comme on peut faire en créant une classe. Donc, ce que vous devez retenir simplement, c'est que toutes les vues qui vont concerner notre application blog, que ce soit la création d'un article, la suppression ou ainsi de suite, seront enregistrées dans notre fichier view.py. Donc, on peut faire en partant de la création d'une fonction. Moi, je vais créer une fonction rapidement. Ça, c'est Python, hein. Donc, ça, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Donc, je vais créer une fonction que je vais appeler, par exemple, index. Ou plutôt, je vais appeler ça all pour pouvoir faire référence à notre, comment dit-on, à notre URL. Donc, notre fonction all qui va prendre un paramètre request. Donc, dans le request, on a toutes les informations envoyées par le client. Donc, que ce soit l'adresse IP de navigation, que ce soit, comment dit-on, que ce soit l'URL par laquelle on essaie d'accéder à cette fonction, que ce soit les données qui ont été soumises depuis un formulaire, ainsi de suite. Donc, c'est la représentation de cette donnée-là. Donc, request va représenter ces données-là. Donc, supposons qu'on veut accéder à quelque chose que l'utilisateur a envoyé depuis un formulaire à une donnée qu'il envoie depuis le formulaire. Donc, on va pouvoir accéder à cette information-là à partir de request. Donc, c'est ça qu'on reçoit en premier paramètre dans notre fonction all. Après cela, donc, notre fonction est censée nous retourner une page. Okay? Cette fonction est censée nous retourner une page. Pour le moment, je vais juste rien faire. On va revenir sur ça. Donc, je vais rien faire pour le moment. J'avais juste besoin de créer cette fonction qu'on va utiliser dans notre URL. Donc, à ce niveau dans l'URL, on va appeler
on va appeler cette fonction all qu'on a créée là. On va appeler cette fonction, je crois qu'on va nommer ça, on va nommer ça plus joli. Donc, je vais dire par exemple get all posts, par exemple, on va appeler notre fonction get all posts. Okay. Donc, on veut accéder à on veut pouvoir faire référence à cette fonction qu'on a créée qui est get all posts. Ici, à ce niveau, on va dire, donc ici, à ce niveau, en deuxième paramètre, il va prendre la view. Donc, pour passer cette fonction de view là, nous allons importer le fichier view pour pouvoir utiliser les différentes fonctions qui sont incluses dedans. Donc, je vais partir de là où nous sommes, qui est l'application blog. On va importer alors le fichier view. Donc, le fichier view étant importé, nous pouvons faire référence à la fonction getAllPost qu'on a créée à l'intérieur. Donc, j'appelle la fonction getAllPost. Donc, cette fonction getAllPost qui est là. Donc, on dit qu'on veut faire référence à cette fonction-là. En troisième paramètre, on peut le passer en troisième paramètre d'autres données additionnelles. Donc, nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est une troisième paramètre qui est le name. En fait, le name va pouvoir dire que cette URL-là, cette route-là, pour pouvoir faire référence à celle-ci, alors on va utiliser tel nom. Donc, ce ne sera utile dans les cas où, par exemple, on veut faire une redirection dans notre application. Supposons qu'on veut rediriger un utilisateur qui était, par exemple, sur la page de création d'articles, par exemple, on veut le rediriger vers la page de visualisation de toutes des articles. Alors, on va le dire qu'on veut le rediriger vers la page, vers l'URL qui s'appelle tel nom, par exemple. Donc, comme nom, nous allons spécifier, par exemple, que cette URL, cette route-là va s'appeler, et donc je vais appeler ça post.all, ok? Donc, lorsque je vais faire référence à post.all, ça voudrait dire que je vais accéder, que je fais référence à l'URL qui va s'appeler all. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'URL étant configurée, maintenant, nous allons partir dans notre fonction getAllPost pour voir comment utiliser cette fonction-là pour pouvoir afficher quelque chose sur la page. Déjà, on voit qu'on a une fonction qui est importée par défaut, dans notre fichier view.py. Et cette fonction, c'est la fonction render qui a été importée depuis Django Checkers. Donc, cette fonction render là va nous permettre en fait de retourner une réponse HTTP, donc qui va nous permettre de retourner une réponse HTTP en faisant référence à un template spécifique, comme je l'avais dit. Donc, on a le T qui est le template qui serait des fichiers HTML. Donc, cette fonction va nous permettre de rediriger, de retourner directement une page HTML. Donc, avant de parler d'une page HTML, nous allons d'abord parler d'une page statique. Donc, on va juste afficher un test statique comme ça pour dire par exemple bienvenue. Et pour le faire, on va importer une fonction qui est le HTTP response. Donc, on va importer cette fonction-là pour pouvoir l'utiliser et retourner simplement un test au niveau du navigateur. Donc, je vais l'importer depuis Django HTTP. Donc, cette fonction se trouve dans le module Django HTTP. Donc, nous allons importer le HTTP response. Donc, c'est ce qui nous intéresse, le HTTP response. Donc, ici, pour l'utiliser, donc, notre fonction est censée retourner cette réponse HTTP là. Donc, notre fonction va retourner cette réponse HTTP et ceci sera affiché dans notre navigateur. Donc, pour retourner, je passe du mot-clé return et je retourne HTTP response. Donc, HTTP response prend un content en paramètres. Donc, il prend un content en paramètres qui serait, comment dit-on, le test qui va nous afficher. Hello world. Hello world. On va voir ce que ça donne dans le navigateur.
On va voir ce que ça donne dans le navigateur. Donc, dans notre barre d'URL, on part de notre application blog qu'on avait configurée au niveau de URL, une paille du projet. Et donc, j'ai appelé. Donc, d'abord, je vais même partir de zéro. On va voir un peu ce que ça donne. Donc, j'essaie de partir de zéro et on a cette page qui dit que, voilà, qui n'arrive pas à accéder, qui n'arrive pas à se connecter. Donc, cela voudrait dire simplement que notre serveur a été arrêté, notre serveur de développement a été arrêté. Cela peut se produire, par exemple, lorsque on essaie de faire quelque chose, parce que le serveur est en perpétuel rechargement, en fait. Il se recharge à chaque fois, à chaque modification du fichier, il se recharge. Donc, lorsqu'il y a un syntaxe error, lorsqu'il essaie de se recharger, il y a un syntaxe error, le serveur va se casser, en fait. Il va se casser, il peut s'arrêter là. Donc, il faut revenir relancer le serveur. Donc, je vais relancer le serveur. Donc, le serveur étant relancé, je vais voir ça. OK. Donc, à présent, lorsqu'on essaie d'accéder directement à notre projet en passant du base URL, on a une erreur 404. Il dit que à la racine, qu'il n'y a rien. Donc, qu'à la racine, il n'y a rien en fait. Parce que dans notre fichier d'URL de la racine, on dit qu'on a deux URL en fait. Qu'on a un path qu'on a un admin et on a un blog. Donc, tout ce qui n'est pas admin ou blog doit renvoyer un 404. Et c'est ce qui se fait ici parce qu'on essaie d'accéder à une route vide. OK, donc ça n'existe pas pour le moment. Donc, il nous renvoie une 404. Par contre, il nous dit que ce qu'on a pour le moment, c'est admin et blog. Qu'on peut essayer d'accéder à ces URL-là qui ont été définis dans le fichier URL de mon projet, mon premier projet. Donc, on va essayer d'accéder à blog. Et donc, lorsque j'essaie d'accéder à blog, à son tour, blog également nous renvoie une 404. Donc, blog également nous renvoie une 404. Il nous renvoie une 404, pourquoi? Parce que après avoir mis blog, on n'a rien mis. On n'a rien mis. Donc, cela voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, en fait, ça voudrait dire que, comment dit-on, dans nos URL de blog, on a une URL qui est à vide. Donc, par exemple, si j'avais une URL vide comme ça, par exemple, donc, cela va faire référence à l'URL là. Par contre, on n'a pas une URL vide. Le fait qu'on n'a pas une URL vide, ça voudrait dire en fait qu'on doit spécifier. Donc cela voudrait dire qu'on va devoir spécifier en fait sur quoi on veut aller. Et on a là le all qui dit qu'il existe. Donc il y a all qui existe. Donc on peut essayer d'accéder directement à all. Voilà. Donc si on essaie d'accéder à all, qui est la route qu'on a définie ici, on a dit que donc all va faire référence à la fonction et à la vue get all post, et la fonction get all post à son tour va nous renvoyer un état HTTP qui serait hello world. Et donc on a notre hello world qui est bien affiché là. Donc on a hello world qui est affiché là. On peut s'amuser par exemple à utiliser des balises HTML directement là. Donc, par exemple, je peux faire ça en H1, je mets le test, je ferme notre balise. Et là, voilà, on voit que ça s'affiche. Donc, on peut écrire du HTML ici dedans, mais lorsque notre application va s'agrandir, lorsque notre application va devenir beaucoup plus, lorsqu'on va vouloir faire beaucoup plus de choses, on va devoir faire référence maintenant aux templates. On va faire référence aux templates pour pouvoir utiliser des fichiers HTML directement. On ne va pas injecter tout le code HTML ici directement dans le HTTP response. Donc, c'est ainsi que les URL ça se configure et c'est ainsi qu'on fait référence à des views. Donc, on pouvait s'amuser à créer d'autres URL. On pouvait s'amuser à dupliquer et à créer d'autres URL. Et ce serait la même chose. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons parler en détail des URL. Nous allons également parler en détail de la vue et de comment faire référence à des templates directement, à des fichiers HTML directement.
Donc c'est tout pour cette vidéo et rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos de cette playlist ou des prochaines vidéos tout court.